Voilà, et bien donc bonjour à toutes et à tous. Donc le thème de ce cycle de conférences, c'est la désobéissance. Et alors il est vrai, ça a été dit dans la petite introduction, qu'une des raisons qui m'ont amené à m'intéresser à ce sujet, c'est tout d'abord bien sûr l'actualité. Vous comme moi, nous voyons dans les médias que manifestement il y a de plus en plus d'appels à la désobéissance, et pour des raisons en plus qui sont tout à fait compréhensibles. Donc j'ai repéré, mais bon, ce sont des sujets que vous connaissez évidemment, j'ai repéré 4 causes parmi toutes celles qui existent. Il n'y a pas que celle-là évidemment, mais où on peut comprendre que les gens disent « ça suffit ». On ne peut plus se contenter de déambuler dans les rues éventuellement en suivant des djembés. Il faut agir, et il faut agir au risque donc de la désobéissance. Parmi ces raisons, il y a notamment, en France, en tout cas ça semble être visible, il y a les injustices sociales. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse il y a quelques jours, je n'ai lu que le titre, je vous avoue, mais le titre, donc, dans plusieurs journaux, indiquait qu'il y avait déjà aux États-Unis et apparemment en Belgique aussi, il y avait déjà des patrons qui avaient gagné aujourd'hui, enfin donc il y a quelques jours, ce que leurs employés allaient gagner à la fin de l'année. Alors, qu'il y ait des inégalités sociales, c'est même peut-être quelque chose qui est vertueux finalement. C'est un dynamisme, si vous voulez, dans une société. Mais lorsque les inégalités deviennent telles que des personnes s'enrichissent au-delà de tout ce qu'il est possible de dépenser, alors que d'autres, même en travaillant, n'ont même pas de quoi finalement boucler leur fin de mois, on peut comprendre que des personnes qui voient ça, qui vivent ce genre de choses, à un moment donné disent « mais ça suffit ». Et on va arrêter de protester, on va arrêter d'aller voter éventuellement. Il faut agir autrement pour changer un système qui leur paraît et qui semble être donc une opinion partagée quand même, qui semble être devenu scandaleusement inégalitaire. Autre exemple qu'il y a aussi qui suscite la question de la désobéissance, c'est évidemment, et j'aurais peut-être même dû commencer peut-être par cela, parce qu'on en parle davantage, c'est toutes les questions liées à l'environnement, évidemment. Donc là aussi, vous avez ce genre de discours qui nous dit discours scientifique à l'appui, voilà, constater qu'effectivement on a beau faire tout, on a beau tout essayer, manifestement on ne veut pas changer nos comportements, donc il faut agir autrement, et en transgressant peut-être la loi, désobéissance civile, et même, ça on le verra plus tard dans les 2 dernières séances, peut-être même en recourant à la violence s'il le faut. Mais on ne peut pas laisser la planète se dégrader comme elle se dégrade aujourd'hui. Et on voit bien qu'on a beau faire des COP25, des COP, tout ce que vous voulez, on a beau manifester, manifestement, ça ne change rien à la dégradation actuelle de l'environnement. Autre exemple que l'on peut donner, donc je vous ai dit, j'en ai repéré 4 parmi les plus évidents, c'est tout ce qui concerne le traitement des migrants. Où là, vous avez sans doute déjà entendu parler de ce genre de choses. Il y a des personnes qui désobéissent, effectivement, en reprenant chez elles des migrants, en les accompagnant, en les soignant éventuellement, etc., etc. Enfin bref, donc c'est vrai que c'est une manière de dire non à un système politique qui criminalise apparemment le statut de ces personnes qui transitent par notre territoire de manière illégale. Et puis vous avez une 4e cause aussi dont on parle beaucoup dans les médias. Peut-être que celle-là sera moins importante ou apparaîtra moins importante, mais pour ceux qui se battent pour cela, c'est une cause tout aussi importante, c'est la cause animale. Où là aussi vous avez des personnes qui ne se contentent pas de dire on n'est pas d'accord, mais qui vont dans les industries où on exploite les animaux, essayent de les libérer, ou bien font des actions en tout cas qui sont parfois à la limite de la violence, bien évidemment. Enfin bref, à cela vous pouvez rajouter toute une série de causes, moins spectaculaires, moins médiatisées peut-être, mais c'est vrai que ça c'est la première chose qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet. Il y a manifestement, quand on s'informe un peu, de plus en plus de sujets qui sont tellement graves, qui prennent une telle ampleur qu'on peut comprendre, même si on n'en est pas, même si on n'en fait pas partie, mais qui peut amener à comprendre que certaines personnes, en tout cas maintenant, disent il faut passer à un autre registre d'action. Le simple désaccord, une simple lettre d'opinion dans un média, c'est quelque chose qui, malheureusement, est devenu complètement inutile. Donc, il y a ce genre d'actualité d'abord qui m'a amené à prêter mon oreille, évidemment. Et puis, quand vous allez un peu plus loin, deuxième chose qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet, tout en restant ici au niveau de la surface, si vous voulez, mais c'est qu'on entend effectivement un débat autour de cette légitimité donc, de la désobéissance civile. Alors, pour donner juste un argument ici, pour ne pas déjà m'embarquer dans des réflexions, par exemple, des personnes, vous l'avez certainement déjà entendu, des personnes qui disent « mais la désobéissance civile, qui peut aller très loin, évidemment, c'est par définition inacceptable,
Pourquoi? Parce que nous sommes et nous avons la chance d'être dans un système démocratique. Et donc, si ces personnes veulent revendiquer leurs idées, les défendre éventuellement, puis les faire passer sous la forme d'une loi, ils n'ont qu'à utiliser les canaux de la démocratie, qu'ils votent pour des gens qui défendront leurs idées. S'il n'y en a pas, qu'eux-mêmes se présentent pour être élus éventuellement. Enfin bref, vous avez tout un discours pour dévaloriser la désobéissance civile, pour montrer qu'elle n'est jamais justifiée, en tout cas dans des régimes comme les nôtres. Si vous êtes dans une dictature, ça c'est autre chose. Mais on dira ici, nous ne sommes pas quand même dans une dictature. Nous avons des moyens légaux que nous pouvons utiliser donc pour faire passer des idées, évidemment, qui sont des idées tout à fait nobles. Donc le problème n'est pas dans la qualité des idées, mais dans le moyen utilisé par ceux qui revendiquent donc la désobéissance civile. Donc il y a au moins ces deux petites choses-là qui m'ont amené à m'intéresser au sujet. Finalement, est-ce que c'est légitime, oui ou non? Puisque les causes au nom desquelles on revendique la désobéissance civile semble être des causes tout à fait légitimes. Alors vous verrez que ça pose plein de questions, c'est ce qu'on va voir. On a bien besoin de 6 séances au moins pour y arriver. Il y a plusieurs questions qui vont se poser, notamment la question de comment évalue-t-on effectivement une cause pour dire qu'elle est juste et qu'elle mérite éventuellement qu'on recourt à la désobéissance civile. Il ne suffit pas de dire que les inégalités sociales, par exemple, ou que l'environnement mérite qu'on se batte pour eux. Il faut encore montrer qu'on a bien raison de le faire. Et donc là, il y a une question redoutable que les philosophes vont explorer, qui est, on va quitter donc l'enjeu comme tel pour lequel on est prêt à se battre, pour demander quels sont les arguments que vous avez ou quel est le type de raisonnement que vous avez ou de démonstration que vous avez qui va légitimer le fait que l'environnement, les causes sociales ou que sais-je d'autre, la cause animale, ça vaut la peine effectivement d'aller jusqu'à se battre. Il ne suffit pas donc, si vous voulez, c'est ça qu'on va faire ici en philosophie, bien souvent, c'est quitter les slogans qui semblent être consensuels, vive les droits de l'homme, vive tout ce que vous voulez, pour demander, mais quelle est la légitimité de ce que l'on revendique pour justifier les actions que l'on va mener. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on va faire. Donc il y a des questions, vous voyez un peu le menu, mais aujourd'hui, ce que l'on va faire en guise d'introduction, c'est poser une simple question, une question qui est souvent posée par tous ceux qui essayent de nous inviter à désobéir. Donc vous avez effectivement le constat qu'on ne désobéit pas suffisamment, d'où des auteurs, des philosophes parfois, qui essayent de titiller le lecteur que l'on peut être pour dire « mais pourquoi vous ne bougez pas enfin ?» Il faut bouger. Et souvent, ce qui m'a souvent surpris dans cette littérature, je vais vous donner 2 exemples tout de suite, c'est que l'argument qu'on va utiliser là pour essayer de nous réveiller et pour nous amener à éventuellement désobéir, à aller jusqu'à de la désobéissance, l'argument souvent utilisé, c'est un argument qui tourne autour de la question de la liberté. Alors, il y a des gens ici qui ont peut-être assisté donc aux séances sur la liberté, ayant entrepris des recherches sur la liberté. Évidemment, quand j'ai vu que cet argument revenait comme une complainte, évidemment, vous comprenez, avec tout ce que j'avais pu travailler tout ce que j'avais pu travailler sur le sujet, évidemment, ça a titillé mon oreille. Est-ce qu'il est légitime de dire, c'est juste ça que je voudrais explorer aujourd'hui, est-ce qu'il est légitime de dire si on doit désobéir, c'est parce que nous sommes un individu libre qui assume à travers la désobéissance précisément la liberté qui le caractérise. Donc, si vous êtes libre, et vous êtes libre, il n'y a aucune raison pour que vous ne désobéissiez pas. Et si vous ne désobéissez pas, vous voyez, c'est une lecture moralisante finalement, donc si vous ne désobéissez pas alors que vous êtes libre, c'est que vous êtes des lâches. Évidemment. C'est que vous préférez obéir, c'est que vous préférez vous soumettre à un système, c'est que vous défendez peut-être des intérêts qui sont des intérêts égoïstes. Et en tout cas, évidemment, donc cette liberté qui n'est pas assumée sous couvert de tout ce que vous voulez sera souvent, donc, évidemment, jugée négativement dans ce genre d'approche. Donc, première question, qui est une question très générale ici, c'est pour introduire un peu aux 5 autres séances, c'est est-ce qu'il est question, effectivement, de liberté dans la désobéissance? Est-ce qu'on a raison de dire « vive la liberté, nous sommes libres, donc nous devons assumer la désobéissance qu'elle implique ». Alors, il y a 2 auteurs, je ne vais pas vous en raconter 25 000 non plus, il y a 2 auteurs qui nous introduisent dans ce type d'approche. Le premier, c'est un auteur qui n'est pas philosophe, mais qui a eu son heure de gloire, et de façon tout à fait justifiée par ailleurs, c'est Stéphane Hessel. Vous avez certainement vu ou lu, c'est un tout petit texte, en fait, d'une 20aine de pages, ce fameux texte qui a eu comme titre « Indignez-vous ». Donc ça vous dit quelque chose, on en a parlé certainement, et vous l'avez peut-être lu. Je crois qu'on le trouve même sur Internet en accès libre aujourd'hui, mais il a été publié par ailleurs, peu importe. Donc Stéphane Hessel, si vous lisez son petit texte, effectivement, donc essaye de réveiller la foule, essaye de réveiller les gens, les jeunes en particulier, mais pas que les jeunes, bien sûr, et à un moment donné, dans
dans son texte, qui raconte surtout sa vie, en fait. Il parle beaucoup de lui, et c'est très touchant ce qu'il écrit dans ce texte. Mais à un moment donné, donc, il dit, voilà, moi j'ai résisté, moi ceci, moi cela, et vous, les jeunes générations, aujourd'hui, vous devez faire pareil. Donc, indignez-vous au moins. Mais ce n'est pas que de l'indignation, c'est engagez-vous aussi, évidemment. On l'a attaqué sur ce point-là, mais je crois que ce n'est pas tout à fait juste. D'ailleurs, il a sorti un autre livre qui s'appelle « Engagez-vous », qui est un dialogue avec un journaliste. Donc, indignez-vous, convocation à la liberté, nous sommes libres, et c'est la raison pour laquelle il faut pouvoir dire non à ce que nous estimons être injuste. Alors, comment, lui, va-t-il donc développer ce thème de la liberté? En fait, il ne le développe pas, parce que ce n'est pas un philosophe, il ne fait pas œuvre de philosophie, mais il cite un auteur qui lui permet de justifier le fait que, puisque nous sommes libres, nous n'avons aucune raison de ne pas désobéir, de ne pas au moins nous indigner, puis de faire ce qu'il faut faire. Et l'auteur en question, c'est un auteur que tout le monde connaît, c'est Sartre. Alors, juste vous rappeler par rapport à cela, puisqu'on doit faire un peu de philosophie, pourquoi Sartre, effectivement, peut être convoqué pour justifier la liberté humaine qui permet de s'indigner et donc de désobéir. Si vous lisez L'être et le néant, c'est pas très compliqué. Enfin, L'être et le néant, c'est peut-être un peu compliqué, mais je veux dire, c'est le sujet du livre, je veux dire. Vous verrez que ça tourne autour de cette idée de la liberté quand même. Et s'il y a 3 arguments autour de la liberté, je vais vous en donner juste un seul en réalité, ici. C'est tout simplement parce que c'est le plus palpable, le plus évident, c'est parce que nous sommes des êtres doués de conscience. Il y a toute une phénoménologie de la conscience chez Sartre. Donc nous sommes doués de conscience, c'est une évidence. Donc pour chacun d'entre nous, je suppose que ce point-là au moins ne se discute pas. Vous avez conscience, j'ose l'espérer, que vous êtes ici. Vous avez conscience que vous avez à gauche, à droite de vous et devant et derrière des voisins, des personnes, que vous êtes dans un théâtre, que tout à l'heure vous allez faire autre chose. Voilà, vous êtes un être de conscience comme moi, comme n'importe qui, tant que tout va bien en tout cas. Eh bien, ce que fait Sartre pour montrer que cette conscience implique la liberté, donc la possibilité de s'indigner, c'est donc ce qu'il entreprend, c'est une phénoménologie donc de la conscience. Il va décrire ce qu'est la conscience. Et ça reste quelque chose qui n'est pas faux, semble-t-il. Donc, qu'est-ce que c'est qu'avoir conscience? Eh bien, avoir conscience, il y a un principe ici qui est très simple, c'est toujours, d'une manière ou d'une autre, mettre les choses à distance. Ce qui n'est pas à distance de vous, vous ne savez pas en avoir conscience. Et donc, la chose n'existe pas pour vous. D'accord. Bergson, qui est un autre auteur qui n'est pas cité par Stéphane Hessel, donne l'exemple suivant. Ce n'est qu'un exemple ici, donc c'est même un très mauvais exemple. Mais enfin, il donne l'exemple suivant. Si vous prenez votre main et que vous la mettez sur vos yeux, vous ne voyez rien. Pour que votre main devienne quelque chose qui existe pour vous, qu'est-ce qu'il faut? C'est un mauvais exemple, mais enfin, vous pouvez comprendre ce qu'on veut dire ici. Il faut que j'écarte petit à petit ma main de mes yeux, et par la distance, mais qui est ici spatiale, c'est pas de ça qu'il est question en fait chez Sartre, mais enfin peu importe. Donc par la distance que je mets entre mon regard et ma main, tout d'un coup ma main commence à exister pour moi. Donc c'est la distance qui fait que tout d'un coup les choses sont en face de moi et que les ayant mises en face de moi, je m'en distingue et je peux les voir pour ce qu'elles sont. C'est parce que vous ne vous confondez pas avec le siège sur lequel vous êtes assis, les murs, le plafond, moi-même, votre voisin, etc. Donc c'est parce que vous les voyez comme ce qui est à côté de vous, au-dessus de vous, enfin à distance de vous, que vous pouvez en prendre conscience effectivement et que vous pouvez donc les identifier, en faire quelque chose, etc. Quand il s'agit de vous-même, on peut avoir conscience de soi-même aussi. Ici, je vous ai juste parlé de la conscience du monde qui nous entoure et la conscience des autres. Maintenant, j'ai des états d'âme. Par exemple, il y en a certains ici, peut-être, qui commencent à s'ennuyer en se disant « mais qu'est-ce qu'on vient faire ici ?» Mais c'est pas possible. Enfin, vous pouvez vous ennuyer ou que sais-je d'autre, peu importe, ou bien avoir mal au ventre ou n'importe quoi. Eh bien, quoi qu'il se passe maintenant qui est lié à ce que nous sommes, ça existe pour nous dans la mesure où nous pouvons, en quelque manière, en devenir spectateurs. J'ai conscience d'avoir peur, j'ai conscience d'avoir faim, j'ai conscience que tout va bien pour l'instant, et c'est parce que je deviens en quelque façon comme le spectateur de moi-même, donc vous voyez bien une distance par rapport à moi-même, je me dédouble en quelque façon, que tout d'un coup, eh bien, effectivement, je ne colle plus à ce que je suis et que je vais pouvoir, par cette distance, bien prendre des décisions. Donc, le monde, les autres et moi-même, je peux en avoir conscience. En ayant conscience, je les mets à distance. Et parce que par ma conscience, je les mets à distance, il n'y a pas besoin de faire un effort pour ça, ça se fait tout seul, eh bien, n'empêche que je ne coïncide plus ni avec le monde, ni avec les autres, ni avec moi-même. Et parce que je ne coïncide plus avec tout cela, eh bien, voilà que je deviens libre de prendre position. J'ai faim,
Imaginez un exemple stupide, ben voilà, j'ai conscience que le nom d'un chien, ça tire dans mon ventre, c'est vrai que j'ai faim, j'ai pas eu le temps de déjeuner tout à l'heure, etc. Eh bien, plutôt que de coller à ce que je suis, et donc si j'ai faim, ben, tant pis, je vous laisse là, je vais aller manger quelque chose, je suivrai mon instinct, si vous voulez, ou une espèce d'instinct, eh bien, je peux prendre distance par rapport à ma faim, et quand bien même elle s'impose à moi, me dire, ben, tant pis, mais ce sera tout à l'heure que je mangerai, pas maintenant. Vous voyez, je suis libre, je deviens libre par rapport à quelque chose qui me cheville au corps, simplement par le fait que j'en prends conscience. Si je n'en prends pas conscience, je ne suis plus que dans ma faim, et ma faim m'oblige de manger, et donc je mangerai. Vous avez chaud, vous avez froid. Le fait d'en prendre conscience fait que quand bien même vous auriez froid ici, vous pouvez vous dire, ben, tant pis, je ne mets pas mon manteau, parce que tout à l'heure je dois sortir, et il fait plus froid dehors, donc je... Voilà. Et si vous étiez si vous colliez à ce que vous êtes, ben, j'ai froid, je me couvre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, donc, le fait d'avoir conscience, chez Sartre, enfin bon, il développe ça de mille façons, mais le fait d'avoir conscience, c'est le fait de se mettre à distance et donc d'acquérir cette liberté de prendre position. Chez Sartre, vous avez même un exemple qui peut paraître choquant, qui est l'exemple de la personne qui est entre les mains d'un bourreau. Et donc ce que va dire Sartre, c'est même celui qui est supplicié et qui est donc entre les mains d'un bourreau est libre. Alors moi, quand j'avais lu ça, quand j'étais étudiant, je me dis, bon, enfin, il ne faut pas exagérer, mais évidemment qu'il n'est pas libre. Il ne peut pas se sauver, enfin, c'est horrible, il est dans une situation justement où il est privé de liberté. Mais c'est Sartre qui a raison. C'est-à-dire que Sartre va vous dire évidemment qu'il ne peut pas se sauver, ça c'est une évidence, mais tant qu'il est une conscience entre les mains d'un bourreau, il garde cette liberté par rapport à ce qu'il est en train de subir, cette liberté de décider je parle ou je ne parle pas, jusqu'à un moment peut-être où la souffrance sera telle qu'il ne peut plus malheureusement donc résister, mais tant qu'il ait cette conscience, c'est-à-dire où il peut mettre les choses à distance, il peut subir des coups, des tortures, enfin tout ce que vous voulez, et rester cette liberté qui fait quelque chose de ce qui lui arrive. Quand on est malade, même chose, si vous voulez prendre des situations qui ne sont pas aussi horribles qu'un supplice, mais enfin bon, il y a des maladies qui ne nous épargnent pas, mais un malade, mais qu'est-ce que vous voulez, si je suis malade, je n'ai pas la liberté de ne pas être malade, mais vous avez toujours la liberté de faire ce que vous voulez faire de votre maladie. Je l'assume, je ne l'assume pas, je veux plutôt me suicider plutôt que... Enfin, vous êtes absolument libre par rapport à tout ce qui s'impose à vous parce que vous êtes capable de prendre conscience de ce qui vous arrive. Si ce n'était pas le cas, évidemment. Donc, du coup, on peut comprendre Stéphane Hessel, je reviens à mon affaire ici. Donc, Stéphane Hessel, évidemment, qui convoque Sartre, mais sans trop expliquer pourquoi il convoque Sartre. Mais si on connaît Sartre, on comprend évidemment ce qu'il vise ici. Donc, puisque nous sommes une conscience, le monde dans lequel nous vivons, un monde néolibéral, etc., etc. Ce monde dans lequel nous vivons, nous ne pouvons pas dire simplement « qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas vu, je ne savais pas, j'avais pas conscience ». Nous sommes une conscience. Et donc le monde dans lequel nous vivons, nous pouvons en prendre conscience, c'est-à-dire nous pouvons le mettre à distance et nous pouvons l'interroger. Soit pour dire « je suis d'accord avec lui », donc on est libre, donc on fait ce qu'on veut évidemment, je suis d'accord avec lui, soit si je constate des injustices terribles, provoquée par exemple donc, par la société dans laquelle je vis, eh bien nous avons tous donc cette capacité de dire non. Et tous ceux qui disent oui mais non parce que vous êtes conscient, vous êtes libre, vous êtes capable de vous indigner. Vous n'avez aucune excuse. Et vous voyez la charge, enfin je ne sais pas si je vous le rends bien, mais donc la charge qu'il y a derrière ce genre de propos, c'est de nous responsabiliser et même pire que ça, c'est de nous culpabiliser de ne rien faire si on ne fait rien. Et quand on dit ne rien faire, donc comprenez bien, oui, mais moi je manifeste dans la rue. Et ça, c'est des propos, enfin on va y revenir très souvent durant les 6 conférences. La question, c'est est-ce que vous avez le courage d'assumer ce qu'il faut faire pour changer le monde? Pas de simplement manifester et puis la vie continue comme avant. Vous êtes libre, vous êtes capable de faire des choses bien plus lourdes de conséquences que simplement manifester tout en laissant le monde comme il est. Donc c'est la désobéissance, pour le dire simplement, bien évidemment ici. Donc vous avez Stéphane Hessel, qui est un des auteurs qu'on a beaucoup cité à un moment donné, un monsieur, enfin si vous l'avez vu, un monsieur très sympathique, très touchant, et qui, voilà, enfin, qui se mobilise et qui a dépensé son énergie, sa santé peut-être, à essayer de se battre pour réveiller les consciences, bien évidemment, au nom de cette fameuse liberté. Et puis vous avez un deuxième auteur qui m'intéresse beaucoup aussi, qui est un auteur passionnant. J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire, donc ça je vous conseille de le lire si vous aimez bien lire, en tout cas des philosophes. C'est un certain Frédéric Gros. Je ne sais pas si vous connaissez. Il a sorti un livre donc il y a quelques années donc il y a 2-3 ans peut-être, qui a pour titre, donc c'est tout à fait notre sujet, donc forcément il fallait bien que je le lise. Ça s'intitule Désobéir. Donc c'est typiquement le sujet que nous traitons ici. Et quand vous lisez Frédéric Gros,
l'entame de son livre, donc les premiers chapitres de son livre, c'est précisément, un peu comme Stéphane Hessel, si vous voulez, c'est d'abord de s'interroger, mais pourquoi on ne désobéit pas? Donc c'est ça qui le taraude dans ce livre, c'est mais pourquoi les gens ne bougent pas? Il y a toujours bien quelques illuminés qui bougent, mais la majorité, c'est incroyable. Alors les gens disent oui, c'est bien de bouger, mais ils ne le font pas, quoi. Donc il est devant ce constat-là. Et ce qu'il va utiliser, et c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, je vais essayer de vous le raconter un petit peu, ce qu'il va utiliser comme détour pour montrer que c'est une question de liberté et que la question de la désobéissance est une question de courage d'assumer sa liberté. Ce qu'il va utiliser comme moyen ici, c'est un texte en fait qu'il va commenter, un texte de Dostoïevski qui est le texte Les Frères Karamazov. Et dans ce texte-là, il va aller chercher un chapitre, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui est un chapitre qui a pour titre L'Inquisiteur. C'est une histoire qu'il raconte en fait. Et l'histoire est la suivante. Alors vous allez voir, c'est une drôle d'histoire, mais il faut le lire parce qu'il a une très belle écriture et il vous rend ça très bien. Moi, je vais détruire tout. Je vais mal vous parler de ce texte-là, mais c'est pour que vous ayez une petite idée. Donc, ce qu'il raconte, c'est ceci. Donc, ce texte. On est au XVIe siècle et donc c'est la période de l'Inquisition. Vous avez donc un inquisiteur qui règne dans la région où les événements que je vais vous raconter vont se passer. Et les événements en question, c'est quoi? C'est que le Christ est revenu. Ça, c'est incroyable. Vous avez un livre pour enfants que j'ai lu plus d'une fois à mes enfants. C'était « Le loup est revenu ». Je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là pour les enfants. Mais ici, ce n'est pas le loup qui est revenu, c'est le Christ. Mais c'est tout aussi épouvantable. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Donc, le Christ est revenu. Alors, donc, le Christ est revenu, mais c'est un bonhomme qui ne parlera pas durant tout ce texte. Il n'ouvre pas la bouche, il ne dit rien. Et il déambule, il marche. Mais c'est un personnage, évidemment, donc c'est le Christ, ce n'est pas n'importe qui est tel que tout de suite, même s'il ne parle pas, on sait que c'est le Christ. Et donc vous avez quelques personnes qui le suivent, puis vous en avez d'autres qui viennent rejoindre les premiers, et puis finalement vous avez une foule qui suit ce personnage, qui ne dit rien. Mais il a une telle aura, si vous voulez, que tout le monde a bien vu que c'était le Christ, évidemment. L'inquisiteur apprend ça. Ça ne fait pas plaisir à l'inquisiteur de voir qu'une foule est en train de se soulever et suivre donc ce personnage charismatique. Et du coup, l'inquisiteur fait arrêter le Christ. Il est arrêté, on l'emmène près de l'inquisiteur et suit un long monologue de l'inquisiteur, puisque le Christ ne dit rien, donc un long monologue où l'inquisiteur s'adresse au Christ. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit ceci, il lui dit « Mais t'es encore venu semer la zizanie parmi nous, qu'est-ce que tu fous là ?» En gros, c'est ça la teneur de son texte. Et il va utiliser notamment pendant tout ce long monologue, il va utiliser un passage des évangiles qui est le fameux passage du désert, où pendant 40 jours, donc chez saint Matthieu par exemple, donc pendant 40 jours, effectivement, donc le Christ se retrouve dans le désert, et il y aura ce moment, si vous connaissez un peu les choses, il y aura ce moment où le démon va tenter le Christ. Et c'est curieux qu'il parle de ça, parce qu'on se dit, mais ça n'a rien à voir avec notre sujet, la désobéissance, etc. Mais enfin bon, on suit Gros, donc on suit Frédéric Gros, et donc il commente ça. Donc voilà, l'inquisiteur, à un moment donné, parle de ce fameux moment du désert avec le démon qui tente le Christ. Et c'est quoi les tentations donc, que le démon propose au Christ? Il y en a 3. Et les 3 tentations, apparemment, ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais enfin, je vous le raconte quand même, vous allez comprendre tout de suite pourquoi après. Donc, la première chose, c'est le démon qui dit au Christ, eh bien, puisque ça fait 40 jours que tu es là et que tu as faim, eh bien, change les pierres en pain. Et que répond le Christ? Le Christ répond, on ne se nourrit pas que de pain. Boum. Bon, donc du coup, le démon est contrarié, mais il ne faut jamais contrarier un démon. Donc, deuxième tentation, il emmène le Christ sur le temple et il lui dit, jette-toi de là, et si ton Père est celui que tu dis, il te sauvera. Et ce que dit le Christ, c'est « on ne tente pas Dieu, et donc non ». Donc le démon, évidemment, est encore contrarié. Du coup, troisième tentation, il l'emmène sur une montagne d'où on voit tous les royaumes. Et il dit « tout cela est à toi si tu te prosternes devant moi ». Et le Christ dit « je ne sers qu'un seul maître, qu'un seul Dieu ». Donc il échoue. Alors du coup, le démon s'en va. L'inquisiteur évoque ça. Alors pourquoi? Tout simplement pour dire « ça raconte quoi cette histoire ?» Eh bien, ça raconte ceci. Pourquoi tu as dit 3 fois non? Tout simplement parce que ce que tu veux dire par cette histoire, qui apparemment est une histoire un peu bizarre, eh bien, ce que tu veux faire passer comme message, c'est que si on doit croire en toi, donc dans le Christ et à travers le Christ dans Dieu, c'est uniquement par la liberté. Alors vous comprenez l'affaire, Donc
effectivement, s'il avait transformé les pierres en pain, on pourrait croire dans le Christ tout simplement parce que ça satisfait nos besoins. Si on croit en lui, on sait qu'on aura à manger. Et du coup, ce n'est plus librement qu'on croit, mais c'est parce que j'ai peur de ne pas avoir assez, et étant déterminé par mes besoins à satisfaire et la peur de ne pas avoir de quoi manger demain, eh bien c'est ça qui me motiverait à croire en lui. Et si le Christ a refusé, dit l'inquisiteur, donc c'est comme ça qu'il relie les choses, c'est tout simplement parce que tu ne voulais pas que l'on croie en toi pour des raisons liées, par exemple, à la satisfaction de nos besoins. Pourquoi est-ce que tu as refusé de te jeter du haut de la tour, enfin du haut du temple? Tout simplement parce que tu veux qu'on croie en toi, là aussi librement. Tu ne veux pas que l'on croie en toi pour une raison qui serait qu'on verrait là un miracle incroyable qui est tel, on verrait Dieu lui-même intervenir pour sauver son fils, qui serait tel que du coup, évidemment, on ne pourrait plus douter et que l'on aurait donc une raison ici indubitable, si vous voulez, pour croire. Tu as refusé la tentation pour que si les gens veulent croire, ils croient sans preuve. Et puis, troisième chose, évidemment, pourquoi est-ce qu'il a refusé de se prosterner, enfin, ce n'est pas le fait de se prosterner devant le diable, mais pourquoi est-ce qu'il a refusé d'être le maître des royaumes existants sur terre? Tout simplement parce qu'il ne veut pas que l'on croie en lui en prenant les signes, les symboles du pouvoir, c'est-à-dire donc des châteaux, des églises, enfin Saint-Pierre à Rome, quoi, si vous voulez, pour faire simple, des bâtiments tellement fastueux que ça suscite la foi, évidemment, quand on voit cela, quand on voit la musique de Bach dont on vous a parlé éventuellement, on pourrait imaginer, si on voulait faire des liens, une musique tellement belle, mais que ça convertirait le pire des athées, évidemment. Eh bien, rien de fastueux, rien de symbolique, ce n'est pas le pouvoir incarné d'une manière ou d'une autre, qui doit être la raison pour laquelle les gens vont croire. Donc, tu as dit, je reviens à l'inquisiteur, tu as dit par 3 fois non. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que l'on croie pour des raisons. Ce que tu viens susciter chez les humains, et c'est pour ça que tu sèmes la zizanie, et c'est ça qui intéresse Frédéric Gros, évidemment, ce que tu as suscité chez les humains, c'est quoi? C'est leur liberté de croire sans aucune preuve, sans rien, sans raison, qu'ils le décident par eux-mêmes. Vous ne voulez pas croire, vous ne croyez pas. Vous voulez croire, ça ne dépend que de vous. Donc, vision évidemment ici, assez classique dans l'Église, d'un Dieu qui interpelle la liberté, qui ne soumet pas l'homme, etc., etc. Et l'inquisiteur continue et termine de la manière suivante, il dit « Nous, lui l'inquisiteur, nous avons compris que les hommes ont peur de cette liberté. Cette liberté qui amènerait des gens à croire sans raison, c'est la panique généralisée. Nous, on a compris ça. Les gens ne sont pas à la hauteur de leur liberté. Et du coup, qu'est-ce que nous avons fait? Et c'est une critique de l'Église, évidemment. Donc, ce que nous avons fait, c'est quoi? Eh bien, nous, on a organisé effectivement les choses de façon à ce que le peuple ait de quoi manger. Et c'est une des raisons, pour beaucoup, effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont pu croire en nous. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'aller au Liban il y a quelques années. Eh bien, comment le Hezbollah s'en est pris pour pouvoir occuper des quartiers entiers à Beyrouth? Tout simplement en faisant ça. Ils ont développé des stratégies pour aider les pauvres, pour amener les enfants dans les écoles, etc. Donc de répondre aux besoins de base de toute une population qui était délaissée. Et ça vous fait des quartiers entiers qui sont maintenant effectivement embrigadés dans cette doctrine-là. Enfin, c'est assez interpellant comme affaire, mais c'est vrai, les frères musulmans, même chose. Enfin, voilà, vous avez toute une série les chrétiens ont fait pareil, donc ici, je vous parle d'exemples que j'ai sous les yeux, mais c'est vrai que c'est un moyen pour essayer d'amener des gens à se convertir à ce qu'on veut essayer de leur proposer. Vous les nourrissez, ils viendront, bien sûr. Donc, nous, dit l'inquisiteur, nous avons compris ça, que c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens ont besoin d'avoir des raisons, donc on les a nourris. Deuxième chose, souvenez-vous, il y a les 3 tentations. Nous, on a compris que les gens, ils ont besoin de voir, de savoir pourquoi ils croient. Souvenez-vous, je ne veux pas me jeter du haut du temple parce qu'il ne faut pas que les gens croient en voyant ce qui... Eh bien, nous avons inventé quoi? La philosophie et la théologie. Et on a inventé des raisons intellectuelles de croire en Dieu. Parce que les gens ont besoin d'avoir des raisons, même si c'est foireux. Donc on sait bien aujourd'hui qu'il n'y a aucune preuve qui démontre l'existence de Dieu. Mais en attendant... il ne faut pas le dire. Il faut dire que oui, il y a moyen de le démontrer. Et quand les gens se disent « Ah donc, si c'est logique, alors pourquoi pas ?» Donc on leur a fourni des raisons. Et puis, troisième chose, dit évidemment l'inquisiteur, c'est que nous avons compris que les gens avaient besoin de voir des choses briller. Ils ont besoin de voir des symboles de pouvoir. Eh bien, nous avons construit des églises, nous avons construit des monuments incroyables. Et c'est vrai que ça impressionne les gens. Et donc, la conclusion de l'inquisiteur, c'est... Tu n'as pas compris, dit-il en s'adressant au Christ, que les gens qui sont libres ont peur de leur liberté.
tu reviens semer la zizanie en les titillant de nouveau de ce côté-là, ils n'en voudront pas. La seule chose que tu dois faire, dégage. Et ça se termine de la façon suivante. Il ne dit pas dégage dans Dostoïevski, mais enfin pars, quoi. Et ça se termine de la manière suivante. Le Christ se lève, il embrasse l'inquisiteur et il s'en va. Donc maintenant, ça vous interprétez comme vous voulez ce baiser d'adieu, mais enfin, toujours est-il que, ou ce baiser de Dieu, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais enfin, toujours est-il que, en attendant, voilà, ça se termine de manière un peu bizarre. Donc, Frédéric Gros, voyez bien, va exploiter cette histoire, qui est une très belle histoire, hein, je vous invite à aller la relire chez Dostoïevski, pour dire quoi? Pour dire, c'est vrai que si on désobéit, c'est bien une question de liberté, mais pourquoi la masse ne désobéit jamais? Ce sont toujours quelques illuminés des minorités, finalement, hein, quelques poignées d'hommes et de femmes, mais ce n'est pas la masse, bien, tout simplement parce qu'il a cette peur de la liberté chez nous. Si on prend des décisions sans raison argumentée, sans démonstration, sans preuve, sans être sûr que ça va marcher ce qu'on va faire, ben, la majorité n'y va pas, évidemment. Or, justement, la liberté, qui est en jeu dans la désobéissance, c'est d'entreprendre sans savoir. Vous n'aurez jamais la garantie que ça va marcher ce que vous allez faire, mais ça, on n'en veut pas. Donc, ce sont deux textes ici, Stéphane Hessel et Frédéric Gros, qui sont des exemples types de ce que l'on fait en règle générale quand on veut haranguer la foule pour dire « mais bougez-vous, nom d'un chien, vous pouvez le faire, vous êtes libre ». Alors évidemment, pour ceux qui se souviennent des débats qu'on a eus autour de la liberté, donc quand j'ai lu ce genre de propos, ben évidemment ça a titillé mon oreille parce que, souvenez-vous, hein, je vais ici rappeler dans les grandes lignes ce que j'avais pu développer à l'époque, et pour le moment je ne parviens pas à en sortir, en tout cas je ne vois pas comment on peut en sortir, parce que je n'ai toujours pas trouvé un auteur qui permette de le faire, tout simplement, c'est que cette fameuse question de la liberté qu'on mettrait à la racine de la désobéissance. Nous sommes libres et donc nous sommes capables de désobéir, eh bien dans le fond c'est un argument qui est purement idéologique. En fait, quand vous réfléchissez un peu et quand vous lisez les philosophes qui essayent de défendre la liberté, on se rend compte, c'est un truc qui m'avait tout à fait surpris quand j'avais commencé mes recherches, mais qu'aucun ne parvient à tenir cette position de la liberté jusqu'au bout. Elle est indéfendable. Donc c'est de la pure idéologie, si vous voulez. Alors, je vais vous donner des exemples tout de suite, mais pour vous rappeler en gros le raisonnement que j'avais fait à l'époque, et pour ceux qui n'étaient pas là, comme ça vous voyez un peu ce qui avait été dit. Donc, en gros, ce que vous pouvez faire si vous lisez les philosophes défenseurs de la liberté, il ne faut pas aller chercher ceux qui sont contre par principe, évidemment, hein. Donc, chez les défenseurs de la liberté, la première chose que vous trouverez certainement, ce sont des arguments, ça c'est clair qu'il y en a, pour pouvoir penser, donc les mots sont importants, pour pouvoir penser un homme capable de prendre des décisions librement. Et ce qu'on veut dire par un homme capable de prendre des décisions librement, ce qu'on veut dire par là, c'est quoi? Pour qu'on soit bien au clair sur ce que l'on vise, c'est juste un homme qui peut prendre des décisions par lui-même sans être influencé par rien. Vous comprenez, hein? Donc soit vous êtes influencé par des circonstances extérieures ou par des affects qui vous traversent, et à ce moment-là, on dirait que votre décision n'est pas libre. Votre décision, elle est déterminée par vos affects ou par les circonstances extérieures, évidemment. Donc dans ce cas-là, vous n'êtes pas dans la liberté, hein? Donc la liberté, c'est le fait de pouvoir prendre une décision par soi-même, et c'est que moi, ma volonté, si vous voulez, qui, effectivement, décide de faire ceci ou de ne pas faire ceci. D'accord? Donc c'est sans pouvoir s'appuyer sur quelque chose qui me précède d'une manière ou d'une autre et qui expliquerait mon choix. Eh bien, donc les philosophes, il y a plein de théories possibles, je ne vais pas les reprendre ici. On en a vu une, hein, Sartre est un de ceux qui pensent la chose. De fait, on peut concevoir un être humain qui ne colle pas au monde, qui ne colle pas aux autres, qui ne colle pas à ses affects, un être humain qui est libre par rapport à tout ce qui lui arrive. Donc ça, vous avez plusieurs théories possibles, peu importe ici. Mais ce qui est troublant, et même chez Sartre, hein, c'est qu'une fois qu'ils ont pensé, donc c'est raisonnable de penser que nous pouvons être libres, une fois qu'ils ont pensé la chose, alors c'est ça qu'il faut toujours aller chercher chez eux, évidemment, c'est « eh bien maintenant, expliquez-moi comment un homme libre prend une décision ». Il ne suffit pas de dire qu'il est libre, il faut encore pouvoir montrer que dans la réalité, on est capable de prendre une décision sans que rien ne nous influence. Et quand vous voyez ces auteurs se dépêtrer avec ce genre de questions toutes bêtes, mais qui découlent évidemment de leur raisonnement, eh bien vous vous rendez compte qu'il n'y en a plus aucun qui y arrive. C'est-à-dire qu'ici, ce ne sont pas des arguments intellectuels qui viennent sur la table, hein. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que ce sont des arguments pratiques. Je peux penser un homme libre, il y a des arguments théoriques pour la chose, mais quand je le mets en situation de prendre une décision, je dois bien constater, c'est un constat, ce n'est pas une démonstration, constater qu'un homme qui n'est influencé par rien est un homme qui ne sait pas bouger.
Alors, dans le champ de la philosophie, ça prend quelle forme cette affaire-là? Donc, ce que je viens de vous raconter, ça vous connaissez peut-être, hein, moi je n'en sais rien. C'est tout simplement le fameux problème, c'est souvent par ce biais-là qu'on le ramène, c'est le fameux problème de l'âne de Buridan. Hein, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, on en a parlé à l'époque, hein, quand on avait parlé de la liberté. Donc, l'âne de Buridan, Buridan, c'est un philosophe de la fin du Moyen-Âge, Jean de Buridan, et à qui on prête une histoire qui est l'histoire d'un âne. Et l'histoire de l'âne, je vous la rappelle si vous l'avez déjà entendue, donc c'est tout simplement un âne qui a, alors écoutez bien, également faim et également soif. Il a autant faim que soif, de telle sorte que, vous voyez bien, donc il est traversé par des besoins, par des désirs, si on veut, mais ce sont des désirs qui sont en compétition, et il n'y en a pas un qui domine l'autre. Il a autant faim que soif. Et cet âne est mis à égale distance d'un côté d'un picotin d'avoine et de l'autre d'un seau d'eau. Donc, pour vous, à votre droite, donc l'avoine, et de l'autre côté à gauche, donc de l'eau. Et à égale distance. Donc, il n'y a même pas un seau qui est plus proche que l'autre, ou je ne sais quoi. Égale distance. Et la question que l'on pose, hein, que raconte cette petite histoire, c'est un âne qui n'est motivé pas plus pour boire que pour manger, se retrouvant à égale distance d'un picotin d'avoine et d'un seau d'eau, eh bien, peut-il, oui ou non, par lui-même se décider à soit boire ou soit manger? Bien, ce que dit l'histoire, c'est qu'un âne placé dans ces conditions-là ne peut pas se décider. Pour qu'il puisse se décider, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait qu'il puisse avoir une préférence. Sans une préférence, qu'est-ce que vous voulez? Il va rester là devant. Je vais vous donner des exemples tout de suite pour traduire ça dans le concret, hein. Mais c'est le fait que vous placez un âne dans une situation qu'on dira en philosophie une situation d'indifférence, rien ne le détermine du dehors en aucune façon, eh bien, un âne, ou un être humain évidemment, hein, mis dans une situation où rien ne l'influence, est quelqu'un qui en réalité ne peut pas prendre de décision. C'est tout. Alors, je vais vous donner des exemples. Alors, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là quand on a vu la liberté, premier type d'exemple que l'on peut donner, qui n'est pas tout à fait judicieux, mais c'est pour que vous puissiez approcher cette situation d'indifférence où on est incapable de trancher. Si vous vous souvenez, ce sont les paradoxes de l'entendement, donc, enfin les paradoxes de raisonnement, plutôt, c'est comme ça qu'il faudrait dire. Hein, donc, c'est un mauvais exemple parce qu'on se situe uniquement sur le plan intellectuel. Mais en attendant, quand vous êtes mis devant un paradoxe, je vais vous donner un exemple tout de suite, quand vous êtes mis devant un paradoxe, ce que vous pouvez constater quand on vous demande de trancher, alors laquelle des deux propositions vous choisissez? Vous vous rendez compte, quand vous êtes mis devant un paradoxe, il n'y a pas une des propositions qui est plus attirante l'une que l'autre, eh bien vous êtes mis en situation de ne pas pouvoir trancher. Alors je vous donne un exemple, donc je vous rappelle ici un exemple facile pour aller vite, pour ne pas perdre de temps avec ça. Le paradoxe le plus célèbre qu'on utilise souvent, c'est le paradoxe du menteur. Hein, donc je l'avais raconté à l'époque. Donc je suis de Namur et la phrase de départ est la suivante: tous les Namurois sont des menteurs. D'ailleurs, ceci dit au passage, si vous allez aux fêtes de Wallonie à Namur, au début des fêtes de Wallonie, il y a un concours du menteur. Donc c'est la preuve que les Namurois sont des menteurs. Seulement, le problème, c'est qu'il y en a qui mentent mal et il y en a qui mentent bien, mais ils sont tous menteurs de toute façon. Enfin bon, toujours est-il que, donc je suis Namurois, je suis un menteur, donc ça, vous ne devez pas l'oublier. Et voici ce qu'on vous demande, enfin voici ce que je vais vous dire maintenant plutôt. Donc vous savez que je suis menteur, hein, et voici ce que je vous dis, faites attention, je mens. Moi qui suis menteur, je vous dis je mens. Alors la question que vous devez trancher maintenant, c'est la suivante: quand je vous dis ça, est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je mens? Alors si vous dites, il dit la vérité puisque c'est un menteur. Donc s'il est vrai que quand je dis je mens, d'accord, par conséquent, donc s'il est... Attendez, parce qu'il faut que je réfléchisse aussi, moi, là-dedans. donc il ne faut pas que je vous dise des bêtises. Donc s'il est vrai que quand je vous dis je mens, donc c'est que je ne mens pas, voilà. Enfin bon, donc c'est les trucs qui s'inversent, quoi. Hein. Et si je mens quand je vous dis je mens, c'est que je dis la vérité, bien évidemment. D'accord? Donc, quand je suis un menteur et que je vous dis je mens, donc le problème que vous avez à trancher, c'est soit c'est vrai qu'il ment puisqu'il est un menteur, soit non, s'il ment quand il dit qu'il ment, c'est qu'il dit la vérité. Donc finalement, est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je mens? Vous vous rendez compte, peu importe le paradoxe, hein, vous devez l'oublier, mais regardez ce qui se passe dans votre tête pendant ce temps-là. Donc est-ce qu'il ment finalement ou est-ce qu'il dit la vérité?
Les deux propositions sont également fausses ou également vraies, c'est comme vous voulez. Il n'y en a pas une qui est plus séduisante que l'autre. Vous êtes mis dans la situation de l'âne de Buridan, sur le plan intellectuel ici, s'entend. Et quand on vous demande tranchez, puisque maintenant ça ne dépend plus que de vous, il n'y a pas une proposition qui vous attire plus l'une que l'autre. Donc tranchez, c'est votre affaire. Vous êtes enfin libre. Dans un paradoxe, on est toujours libre. Vous allez constater que je veux bien trancher, mais c'est du hasard alors, c'est pile ou face, je dis un des deux parce qu'il faut bien répondre, mais je suis incapable de décider, en tout cas. Comprenez, vous êtes mis dans une situation où il n'y a plus de choix possible. Vous avez, je vous renvoie à toute une série de paradoxes de ce genre-là, où les logiciens essayent de démonter ces paradoxes, évidemment, mais la première impression qu'on a, c'est dans ces situations, mis en situation d'indifférence par rapport à la vérité ou la fausseté d'une proposition, c'est vrai que mon entendement cale. Alors on peut toujours faire pile ou face, évidemment, pour s'en sortir. Maintenant, si vous prenez des situations de la vie de tous les jours, c'est surtout ça, évidemment, qui est plus intéressant, où là, on est dans du pratique. Si vous allez voir votre garagiste, imaginons que vous mettez votre voiture à l'entretien et le garagiste vous dit il faut remplacer les bougies. Mais vous avez le choix. Alors, de mon temps, quand je chipotais sur les voitures, on avait le choix entre des Bosch et des Champion, les marques de bougies. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais enfin, bon, à l'époque, c'était les marques. Donc, vous avez le choix entre des Bosch et des Champion. Laquelle des deux? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne sais pas, moi, mettez les moins chers. On cherche un argument pour trancher l'affaire, quoi. Mettez les moins chers. Ah, c'est le même prix. De toute façon, c'est le même prix. Bon, je ne sais, les meilleures, alors, tant qu'à faire, si c'est le même prix, pour le coup, alors autant prendre les bonnes, quoi. Ah, mais c'est de toute façon, elles viennent toutes de Chine. C'est la même fabrication. Simplement, c'est la marque qui change, c'est la boîte qui change, quoi. Donc, pas de différence de prix, pas de différence de qualité, et le garagiste insiste, bon, finalement, vous voulez lesquelles? Essayez de vous imaginer dans des situations semblables, que ce soit avec votre voiture ou n'importe quoi d'autre. C'est vrai que vous avez peut-être déjà vécu ça, à un moment donné, ce qu'on aurait bien envie de dire au garagiste, c'est écoutez, mettez celle que vous voulez. C'est-à-dire vous renvoyez la patate chaude à l'autre parce que vous êtes mis en situation d'indifférence ou de fait, quand on est là-dedans, mais qu'est-ce que vous voulez que je décide? Alors peut-être Bosch, ça ne sonne pas bien parce que mes parents ont fait la guerre 14, enfin je ne sais pas quoi, mais il faut bien qu'il y ait quelque chose qui vous détermine pour dire, je ne sais pas moi, une des deux Champions, par contre, ça sonne mieux peut-être, je ne sais pas quoi, mais s'il n'y a vraiment rien qui vous influence, par exemple, moi je travaille dans le monde médical assez bien, combien de fois les médecins ne me racontent pas toujours la même anecdote, on est obligé aujourd'hui avec le droit des patients d'avertir les patients de ce qu'ils ont bien sûr et puis de leur proposer ce qu'on peut faire pour régler leurs problèmes de santé. Parfois, donc voilà, vous pouvez telle opération ou bien telle opération. Et vous avez des gens qui ne sont pas médecins en face de vous, donc des patients qui ne sont pas médecins. Combien de fois les médecins me disent, donc on leur donne les explications, les conséquences sont plus ou moins identiques, le prix de l'intervention c'est plus ou moins la même chose aussi. Parfois les patients, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont là-dedans? Ils sont mis dans la situation de l'âne de Buridan en fait. Qu'est-ce que vous voulez que j'évalue, ce qui me convient le mieux? Et que font les patients, certains patients, c'est de dire docteur, faites comme pour votre mère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Il renvoie la patate au médecin, parce que je ne sais pas, moi, trancher. Je n'ai pas les arguments pour évaluer. Pour que je puisse trancher, il faut qu'il y ait des choses qui m'intéressent, des préférences, une compréhension, et c'est au regard de cela que, du coup, évidemment, je vais aller dans une direction plutôt que dans l'autre. Donc, retenez, dans tous les débats philosophiques autour de cette fameuse liberté, c'est vrai qu'on peut faire des belles théories pour montrer que l'homme est libre et tout ce que vous voulez, et il y a plein d'auteurs qui le montrent. Et puis quand on leur demande, maintenant mettez cet homme libre en situation. Comment il va décider entre il faut se battre pour les droits de l'homme ou au contraire il ne faut pas se battre pour les droits de l'homme? Est-ce que s'il n'a aucune raison de le faire, droits de l'homme il s'en fout? La question ne le concerne même pas. Il n'est pas influencé, pas rien du tout. Ce n'est pas quelqu'un qui a été éduqué dans la culture occidentale où il a été martelé par les droits de l'homme depuis son enfance. Voilà, il ne sait pas ce que c'est les droits de l'homme, comme ça on est sûr qu'il n'est influencé par rien. Et on lui demanderait de décider, est-ce qu'il faut respecter les droits de l'homme ou pas? Le type va vous dire, mais je m'en fous, moi c'est pas mon affaire, je ne comprends pas de quoi vous me parlez. Pour que je puisse répondre, il faudrait que je vois ce qui est en jeu, que j'évalue et que, en fonction de mes préférences, si par exemple si vous me dites, ça va être important, vous allez voir, si vous me dites, s'il n'y a pas de droits de l'homme, on peut m'arrêter arbitrairement et me torturer. Là, tout d'un coup, j'ai peut-être un argument. Là, il y a quelque chose comme la peur qui me concerne, pour moi, pour les gens que j'aime, et peut-être que la peur... Donc, si vous me garantissez que quand il y a des droits de l'homme, on ne peut pas faire ce genre de choses, là, peut-être que je vais me battre pour les droits de l'homme. Mais si je n'ai pas d'enjeu qui me concerne, ni moi, ni mes proches, ni personne, et je ne sais même pas de quoi vous me parlez en réalité,
Qu'est-ce que vous voulez? Alors, ça dépend de votre liberté. Vous n'êtes influencé par rien, allez-y. Vous comprenez bien que vous ne saurez pas trancher. Tous les gens qui se battent aujourd'hui pour des causes, quelles qu'elles soient, louables ou pas louables, sont des personnes évidemment qui ne sont pas libres dans le combat qu'elles mènent. Ce sont des personnes qui, en fonction de leur histoire, de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles pensent, des gens qu'elles ont côtoyés, etc., ont été amenées à être convaincues que c'était ça qu'il fallait faire et que c'était préférable à une situation inverse, c'est-à-dire où on ne fait rien. Et les gens qui ne bougent pas maintenant, comprenez ce qui est en jeu, hein? Est-ce qu'on peut leur dire « mais vous êtes libre, bougez-vous » Ce n'est pas une question d'être libre, il n'y a personne qui est libre. L'enjeu véritable, c'est qu'est-ce qui me déterminera à pouvoir bouger? Est-ce qu'il y a une motivation qui l'emporterait sur toutes les autres motivations et, par exemple, dans la désobéissance, qui l'emporterait sur la peur que j'ai de ce qui pourrait m'arriver si je désobéis? Est-ce que j'ai une motivation suffisante qui va m'amener quand même à dire maintenant ça suffit, quels que soient les risques pour moi, cette fois-ci, je m'oppose et je me bats pour empêcher que telle injustice ou telle chose se produise? Donc ce n'est pas une question de liberté vraisemblablement qui est en jeu ici, c'est autre chose, ce sont des déterminations. Et c'est ce que n'a pas vu Hessel, ce qui n'enlève rien au fait qu'il a raison de vouloir réveiller les foules, évidemment, et c'est ce que ne voit pas non plus Frédéric Gros, semble-t-il. Je vous donne encore un dernier exemple pour que vous voyez un peu ce genre de débat. C'est un débat classique, ce que je vous raconte ici. Vous avez ce débat, par exemple, dans une dispute entre Descartes et Gassendi. Donc Gassendi, il est moins connu que Descartes. René Descartes, ça vous connaissez. Gassendi, c'est donc un contemporain de Descartes. Donc il y a une correspondance qui a été échangée entre les deux hommes et ils se sont chamaillés sur toute une série de questions, et notamment sur la question de la liberté. Descartes dit « l'homme est libre ». Pourquoi ? Si vous connaissez un peu Descartes, vous connaissez le doute, il doute de tout pour reconstruire le savoir, et il dit la preuve que nous sommes libres, c'est un peu comme Sartre, si vous voulez, enfin toute proportion gardée, c'est tout simplement parce que, et chacun peut le vérifier, nous pouvons douter de tout. Donc c'est-à-dire on ne coïncide avec rien. Par exemple, même la proposition mathématique qui dit 1 + 1 = 2, vous pouvez en douter. Même si vous savez que non, c'est une certitude, 1 + 1 ça fait 2, ça a toujours fait 2, ça fera toujours 2, mais c'est vrai que ne fût-ce que pour le plaisir de raisonner pour rien, vous pouvez vous dire, oui, on va remettre ça en question, allez, d'accord, on doute même de ça. Par exemple, Descartes dira, on peut en douter si on fait l'hypothèse d'un malin génie qui nous trompe même dans les évidences les plus évidentes, etc., etc. Donc Descartes dit, nous sommes des êtres absolument libres, aucune évidence ne peut nous influencer, parce que même à l'égard des évidences les plus évidentes, nous avons cette liberté de pouvoir en douter. D'accord ? Donc, liberté fondamentale. C'est un peu, si vous voulez, donc toute proportion gardée, un peu comme chez Sartre. On est conscient, donc d'office, on ne coïncide avec rien, même pas les certitudes les plus certaines. Que répond Gassendi ? Gassendi dit, mais monsieur Descartes, pour que l'on doute, il faut bien qu'on ait une raison de douter. Sans raison de douter, c'est vrai que je peux toujours théoriquement douter de tout, mais pour que réellement... Vous voyez, donc Gassendi lui ramène Descartes à la réalité. C'est vrai qu'en puissance, on peut douter de tout. Mais dans votre vie de tous les jours, quand est-ce que vous doutez ? C'est quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est produit qui fait que ce que vous croyez certain ne l'est plus tout à fait peut-être. Et donc vous doutez, puis vous allez chercher pour résoudre le problème. Mais tant que rien ne vient vous contrarier, tant qu'aucune nouvelle vérité ne vient remettre une ancienne vérité en question, vous continuez à croire à la première, évidemment. Et Gassendi est très fort parce qu'il va dire « Monsieur Descartes, en plus, c'est pas moi qui dis que. Regardez, relisez votre discours de la méthode. Relisez ce que vous avez écrit. Qu'est-ce que vous avez écrit ? Vous passez votre temps dans ce genre de texte à nous donner toutes les raisons pour lesquelles on pourrait effectivement douter de tout. C'est-à-dire que vous-même, quand vous écrivez, vous ne dites pas au lecteur « vous êtes libre, donc tout est douteux ». Non, 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 vous passez votre temps à donner tous les arguments pour que l'on puisse effectivement être convaincu que peut-être, de fait, on pourrait douter, y compris des mathématiques. Donc, vous considérez vous-même, par votre travail de philosophe, qu'il faut amener le lecteur avec des arguments pour qu'il puisse lui aussi faire l'exercice du doute. Ce n'est pas une question de liberté, c'est une question d'influence, par conséquent. Tout le jeu des idées, ce n'est rien d'autre qu'essayer de convaincre les gens que ceci, que cela, avec des arguments, avec tout ce que vous voulez, peu importe. Mais ce n'est jamais une question de chacun est libre de faire comme il veut et chacun est libre de décider ce qu'il veut. Non, non, on amène les gens à essayer de prendre une position. Donc Gassendi
débat classique que je résume ici, mais Gassendi dit à Descartes, nous ne sommes pas libres, on ne doute pas sans raison, jamais sans raison, c'est parce que j'ai une raison de douter que du coup je suis amené à remettre en question une certitude. Mais à moins que vous soyez un intellectuel qui doute de tout par principe, un sceptique éventuellement, mais ça c'est une question de caractère qui vous influence alors, mais sinon en dehors de ça, voilà, le commun des mortels, pour douter, il faut bien qu'il y ait une raison. Alors si maintenant on revient donc à notre sujet, après ce détour par, donc je vais peut-être trop vite ici, mais c'est pour ne pas répéter tout ce que j'ai raconté il y a quelque temps, donc ce détour par la liberté, donc on a des auteurs, je reprends le fil, on a des auteurs qui nous disent « nous sommes libres, bougez-vous puisque ça ne dépend que de vous ». Et puis vous avez donc toute cette réflexion autour de la liberté où on a du mal à trouver un auteur qui soit capable d'expliquer comment un individu qui serait libre, si on est d'accord que la liberté c'est agir sans être influencé par rien, comment un individu qui serait mis en situation de liberté pourrait se décider pour savoir ce qu'il va faire, et y compris par conséquent savoir s'il va désobéir ou pas désobéir, bien évidemment. Alors du coup, quand on lit des auteurs sur ce sujet, eh bien, on se rend compte de quoi? C'est que, évidemment, ceux qui désobéissent, donc quand vous regardez les militants de toute une série de causes, ce sont des gens qui ne sont absolument pas dans une situation de liberté, contrairement à ce qu'ils pourraient même dire eux-mêmes, mais ça c'est de l'idéologie, ça ce n'est rien d'autre que des propos dans l'air du temps. Ce sont des personnes, évidemment, qui sont toujours, et ça se respecte, donc ce n'est pas une critique, c'est pour n'importe qui, de toute façon, mais ce sont des personnes qui, évidemment, sont déterminées. Et sont déterminées par quoi? Par deux choses qui sont en cascade. La deuxième est plus fondamentale que la première. La première chose, c'est le plus évident, ce sont des personnes qui sont pétries, qui sont convaincues de la cause qu'ils défendent. Donc ils sont déterminés, si vous voulez le dire ainsi pour faire simple, ils sont déterminés par une idéologie, je prends ce mot-là maintenant au sens précis du terme, donc une idéologie par une conception, par exemple, de ce qui est juste. C'est parce que vous avez une conception de ce qui est juste et par exemple de ce que c'est que de respecter un être humain et de l'importance que ça a de respecter un être humain, que du coup vous pouvez évidemment vous opposer à toutes les injustices que vous pouvez observer dans le monde. Mais si vous n'aviez pas cela qui vous influence, vous observeriez des injustices et vous n'auriez même pas conscience que ça en est. C'est parce que vous avez une certaine idée de ce qu'il faut faire, de ce qui est bien, de ce qui est mal, que du coup le monde parle et que du coup vous pouvez dire non. Si vous estimez que l'exploitation de l'homme par l'homme est mal, et c'est parce que vous en seriez éventuellement persuadé, alors vous pouvez dénoncer évidemment les abus du néolibéralisme, etc. Mais imaginez quelqu'un qui est convaincu que non, la vie ça a toujours été ça, de l'homme qui exploite l'homme, donc pour moi c'est bien. Évidemment, il ne faut pas le dénoncer, par conséquent, il faut l'exploiter, c'est tout. Vous comprenez? En fonction de ce qui va vous influencer. Donc, premier niveau qui est une évidence, c'est que, quelle que soit la cause, c'est par exemple parce que vous êtes convaincu que l'animal a la même valeur qu'un être humain, c'est un vivant qui souffre et qui peut avoir du plaisir, que, évidemment, c'est quand vous êtes pétri de cette certitude-là que, du coup, ce qu'on fait subir aux animaux, ça ne va pas. Mais si vous avez des gens qui ont été éduqués ainsi, l'animal, c'est jamais qu'un objet qu'on traite comme on veut, d'accord, il est vivant, mais enfin, on s'en fout, quoi. C'est un objet qui est à notre service, quoi, finalement, et on en fait ce qu'on veut, effectivement. Quelqu'un qui est pétri de cette certitude, les véganes ou je ne sais quoi, enfin, toutes les personnes qui militent pour essayer de libérer les animaux, c'est des fous. Donc c'est toujours, c'est une évidence, ce que je vous raconte ici, c'est d'abord parce que nous sommes pétris de certitude, de conviction, une certaine idée du juste, que du coup, il y a des choses qui nous interpellent et que du coup, on ne peut pas rester indifférent. Mais si vous n'avez aucune idée, le monde se passe comme il se passe. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait se rebeller? Contre quoi? Pourquoi? Au nom de quoi? Vous êtes en situation de liberté, mais vous seriez incapable de bouger. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, je vous ai dit, ici, j'utilise le mot idéologie au sens propre du terme. Marx nous a amené, donc il ne faut pas être partisan de Marx pour ça, mais enfin c'est un des auteurs qui nous a amené à prendre conscience de ça, que effectivement nous avons souvent des discours que nous tenons pour vrais. Et ces discours que nous tenons pour vrais, en réalité, dit Marx, ils ne le sont que parce qu'ils sont soutenus par des causes qui sont des causes invisibles. Donc dans le jargon de Marx, je ne sais pas si vous connaissez le jargon de Marx, donc les raisonnements, les vérités font partie de la superstructure, et la superstructure n'a de sens que par rapport à ce qu'il appelle une infrastructure. Donc pour expliquer ça simplement, par rapport à quelques idées raccourcies de Marx ici, donc par exemple, si vous avez des personnes
qui vont défendre le droit à la propriété privée, d'accord, eh bien, ou à la captation du capital. Vous pouvez avoir toutes des théories pour montrer que c'est comme ça que ça doit aller, pas autrement, etc. Donc, c'est sous couvert de vérité. Voilà, ben, la vie, c'est les gens qui ont de la chance, tant mieux pour eux, enfin, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Eh bien, évidemment, ce que va montrer Marx, c'est que tous les discours que vous pouvez avoir pour justifier ce genre de choses, qui seront peut-être très rationnels, très convaincants, le problème n'est pas là, mais en réalité, donc ça c'est de la superstructure, ce sont des discours de l'idéologie, par conséquent, qui cachent les véritables mobiles, les véritables principes de ce discours. Et les véritables principes de ce discours, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement la place que j'occupe dans le jeu social, qui est une place, par exemple, de propriétaire. J'ai la chance d'être un propriétaire des moyens de production, et c'est vrai qu'en tant que propriétaire des moyens de production, j'ai intérêt à penser que c'est bien de capter les biens et d'être propriétaire et de rester propriétaire des biens qu'on possède. C'est une évidence. Maintenant, si vous défendez la théorie différente, que non, nous sommes tous égaux dans le monde, et il n'y a aucune raison que des gens captent des biens, ben, est-ce que c'est une vérité en soi? Ça peut être très rationnel, on peut faire des théories là-dessus, enfin peu importe, je vous épargne ça. Mais que va dire Marx? C'est que ces discours qui sont peut-être très convaincants ne font que cacher une chose, infrastructure, c'est qu'en fait je parle probablement de la place d'un ouvrier qui ne possède rien. Comprenez? Donc c'est-à-dire que mes discours en apparence vrais vont cacher quoi ici? Ben, vont cacher les rapports sociaux entre individus. Et chacun ne fait à travers des discours que défendre les intérêts qui sont les siens finalement. Selon que je vais vous donner un autre exemple. Dans les débats qu'on peut avoir, ce sont des questions éthiques qui sont abordées par les philosophes notamment. Est-ce qu'il faut défendre le système des héritages? Ben, tout dépend de la place que vous occupez. Si vous avez des biens, évidemment que vous direz ben, bien sûr que j'ai des biens, je les ai gagnés honnêtement en plus. J'ai déjà payé mes impôts là-dessus quand je travaillais, etc. Donc ça m'appartient et donc je fais ce que je veux de mes biens et donc je devrais pouvoir léguer à mes enfants tout ce que je possède ou à n'importe qui d'autre, de toute façon, même pas que mes enfants, mais je devrais pouvoir le donner sans que je doive passer par un notaire, sans que je doive passer à payer encore des trucs là-dessus. Enfin, ça m'appartient, c'est une évidence. Mais voyez bien, tout ce que vous allez défendre comme argument autour de cette question des héritages, ce sera très facile de vous dire, même si c'est tout à fait logique ce que vous dites au niveau du discours, est-ce que ce n'est pas un discours qui ne tient que par le fait qu'en réalité, vous avez des biens à léguer? Maintenant, imaginez quelqu'un qui vous dise « Non, les héritages, ben, tant mieux pour la personne qui a pu donc avoir un bien dans son existence, donc accumuler des biens, de l'argent, enfin tout ce que vous voulez, on s'en fout, mais nous sommes tous égaux de nouveau, et que ben, les héritiers, de quel droit est-ce qu'ils pourraient avoir plus de biens que d'autres qui ont eu la malchance de naître dans une famille qui n'avait pas de biens? C'est le hasard des naissances, et le hasard des naissances est source d'injustice si vous l'accompagnez des héritages. Donc, pour que tout le monde soit sur le même plan, les héritiers ne peuvent pas hériter. Et les biens que quelqu'un a accumulés, ben, quand il décède, sont redistribués entre tous. Parce que c'est dégueulasse, finalement, effectivement, de privilégier des gens qui, par hasard, sont nés dans une famille où il y a des biens. Enfin, vous pouvez avoir ce genre de discours qu'on peut tenir, et ça peut être très convaincant aussi. Mais en attendant, évidemment, ce que l'on va gratter, c'est quoi? C'est derrière les arguments théoriques, est-ce qu'en réalité, les personnes qui soutiennent ce discours ne sont pas majoritairement, il y a peut-être des exceptions, mais des personnes qui, effectivement, se retrouvent dans une famille où il n'y a rien à léguer. Et donc, forcément, eux trouvent que c'est injuste que les autres aient des biens qu'ils lèguent et qu'ils confisquent comme ça en permanence, de génération en génération. Enfin, vous comprenez, ça c'est l'idée de Marx, c'est que derrière nos discours qui paraissent vrais, il y a toujours... Donc, soit vous êtes au niveau du discours et vous ne faites que réfléchir au niveau du discours, mais Marx a eu la bonne idée d'attirer notre attention. Demandez-vous toujours, mais les gens, ils parlent d'où? Et en fonction de l'endroit d'où ils parlent, peut-être que ça permettra de comprendre pourquoi ils défendent. Alors, les idées qu'ils défendent. Et les idées, finalement, donc, sont vraies, non pas parce qu'elles sont vraies en elles-mêmes, elles sont vraies pour un individu dans la mesure où ce sont des vérités qui lui permettent de défendre ses intérêts, toujours. Alors, donc, par rapport à notre affaire ici, qu'est-ce qui détermine quelqu'un qui désobéit? La première chose, c'est une évidence, c'est d'abord la cause qu'il défend. La vision du monde que j'ai, la vision de la justice. Et c'est ça qui le détermine, évidemment. S'il n'avait pas ça en tête, comment voulez-vous qu'il puisse discriminer ce qui se passe dans le monde et trouver que certaines choses sont évidemment inqualifiables, qu'il faut les combattre? Maintenant, ce que l'on doit toujours faire quand on veut donc comprendre quelqu'un qui défend une cause, par conséquent, si vous voulez aller un peu plus loin que les arguments, les slogans, enfin les trucs un peu faciles, c'est toujours donc d'aller voir ce qui soutient ce discours.
Et si vous allez voir ce qui soutient ce discours, eh bien, ce que vous allez trouver, donc Marx parle des intérêts de classe, mais si vous généralisez, on peut dire ceci, ce sont toujours des passions. Ce qui justifie que finalement on adhère à un discours qui va nous amener à oui ou non désobéir, eh bien, par-delà le discours qui est le premier niveau évident, on va se battre au niveau des idées d'abord, d'une conception du monde, mais c'est plus fondamentalement, il y a toute une série d'auteurs qui parlent de ça très bien, c'est plus fondamentalement donc ce qui est de l'ordre des affects ou des passions. D'accord ? Donc c'est par exemple, par rapport à des enjeux de climat, ici je vais dire des choses à la grosse louche évidemment, moi je ne connais pas toutes les personnes qui militent pour cela évidemment, mais on pourrait imaginer, ici c'est de l'imaginaire, c'est une hypothèse, que c'est par exemple la peur de l'avenir qui justifie que du coup il faut maintenant dire non. Mais tant que vous n'avez pas cette peur affecte, je veux bien entendre les gens dire que le climat change, mais personnellement, oui, intellectuellement l'idée, d'accord, je ne me bats même pas pour remettre ça en question. Mais parce qu'il n'y a pas, par exemple, la peur derrière, pourquoi est-ce que je me battrais ? Comprenez ? Donc, c'est souvent parce qu'il y a des affects, de l'amour, de la fidélité à quelqu'un, par exemple, de la fidélité à quelqu'un qui m'a dit je ne sais pas quoi, enfin tout ce que vous voulez. C'est parce qu'il y a des affects comme la peur, la tristesse, la crainte, enfin je ne sais pas quoi, tout ce que vous pouvez imaginer, la joie, enfin n'importe quoi. C'est parce qu'il y a des affects de ce genre-là que du coup des discours deviennent vrais et deviennent des causes qui nous mobilisent pour pouvoir nous battre. Donc, quand vous interrogez des gens, si vous reprenez Hessel ou Frédéric Gros, bougez-vous, ça ne dépend que de vous. Vous comprenez maintenant, à travers tout le détour qu'on vient de faire, le fait que ce genre de discours, malheureusement, tape à côté. Parce que ce n'est pas une question « vous êtes libre et donc ça ne dépend que de vous ». C'est il faut que vous ayez une bonne raison de pouvoir agir et pas simplement d'être libre. Et cette raison, au final, ce n'est pas des arguments, je vais vous démontrer pendant des heures que j'ai raison de dire qu'il faut se battre pour telle cause. C'est est-ce que, au final, pour que vous puissiez vous bouger, je suis parvenu à susciter un affect qui fait que pour vous, c'est important de vous bouger. D'accord ? Tant que vous n'êtes pas pris là-dedans, ce qui veut dire, c'est ça qui est redoutable, ce qui veut dire qu'on n'est plus dans la raison. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, donc dans les 2 dernières conférences, vraisemblablement, on parlera de quoi ? On parlera de la violence. Parce qu'une fois que vous n'êtes plus dans la raison, c'est vrai que la porte est ouverte, où tout devient possible, jusque la violence, éventuellement, soit organisée, soit pas organisée. Mais c'est on pourrait dire ça, pour dire les choses vite, c'est la bête qui est lâchée, quoi. Tant qu'on est dans la raison, on peut se protéger, mais si ce sont les affects qui instrumentalisent la raison pour pouvoir agir, c'est vrai qu'il faut faire attention. Alors, il y a là un auteur, si jamais vous voulez lire sur ce sujet, moi ici je ne fais que survoler les choses, je vous dis, c'était qu'une introduction à tout ceci, il y a un auteur qui est un prototype même contemporain de ce que je suis en train de vous raconter, c'est tout simplement Frédéric Lordon, que l'on m'a fait découvrir très récemment. Et c'est un bonhomme qui n'est pas philosophe, en fait, apparemment, c'est un économiste sociologue, mais spinoziste. Alors, donc pour que vous sachiez un peu, donc c'est un spinoziste, et apparemment qui milite du côté de la gauche, en France. Mais peu importe qu'il milite pour la gauche ou pas la gauche, c'est pas ça qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il utilise un vocabulaire donc spinoziste. C'est pour que vous voyez un peu comment quelqu'un qui joue avec la philosophie peut essayer de décrire les choses. Donc il utilise un vocabulaire spinoziste, donc ça veut dire déterministe pour le coup, d'accord, et qui permet de comprendre les enjeux sociaux dans lesquels nous sommes. Donc lui, il dénonce la liberté en disant « Écoutez, il faut en finir avec cette idéologie dans laquelle nous vivons depuis l'époque moderne, en fait, depuis 2-3 siècles, qui est de croire que l'individu est un individu autonome, qui est libre, qui peut décider par lui-même. Nous ne sommes pas un empire dans l'empire du monde. Il faut arrêter. Nous vivons dans le monde et nous sommes influencés par lui, nous sommes toujours influencés par lui, par notre culture, notre éducation, ce que nous avons vécu. Nous sommes des êtres déterminés. » Mais alors, quand il rentre maintenant dans les détails, donc il évacue la question de la liberté, on ne peut pas comprendre les comportements des êtres humains en postulant qu'ils sont libres et qu'ils décident par eux-mêmes. Et donc, ce qu'il va faire par la suite, c'est donc proposer des descriptions. C'est ça qui est fort intéressant. Enfin, moi, ça m'a stimulé de le lire. Des descriptions pour nous aider à comprendre mais comment les gens se mettent à bouger et par conséquent, qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire bouger. Alors, voici, je vous donne juste 2 idées ici. On a le temps, au fait, parce que moi je parle ici, mais ouf, c'est chaud.
Enfin bon, donc je vous donne juste 2 petites amorces pour que ça vous donne peut-être envie d'aller lire maintenant comment lui développe le sujet. Donc la première idée, c'est la suivante. Quand nous réfléchissons, c'est un peu du Marx, il connaît très bien Marx aussi, donc quand nous réfléchissons, nous croyons que nous sommes dans la raison, et lui va nous dire, en réalité, pour qu'une idée que nous avons, quand on réfléchit, devienne une idée vraie pour nous, il ne suffit pas qu'elle soit vraie en elle-même, il faut qu'elle soit soutenue affectivement. Et il donne un exemple pour que vous compreniez ce qu'on veut dire. L'exemple qu'il donne, enfin parmi tous les exemples, parce qu'il prend plein d'exemples évidemment, c'est l'exemple de l'environnement. Il y a 45 ans ou 50 ans, il y a déjà eu des scientifiques qui nous ont alertés sur ce qui était en train de se passer à l'époque. Et maintenant, on en devient les témoins. Déglingue de l'environnement, une planète qui est saccagée. D'accord ? Mais il y a 45 ans ou 50 ans, c'était... on s'en fout. Personne ne les entendait, ce n'était relayé nulle part. Pourtant, on ne dit pas beaucoup plus que ce qu'il disait déjà il y a 50 ans. C'était une idée, dit-il, qui était vraie en soi, mais parce qu'elle n'avait aucun ancrage affectif en aucune façon, c'est une idée qu'on entend, qui passe et qu'on oublie. Pourtant, elle était vraie, c'est pas qu'elle est fausse, mais quand bien même elle est vraie, si elle n'est que vraie et qu'elle n'est pas soutenue par un affect, on s'en fout. C'est l'âne de Buridan, ça me laisse indifférent. Et si je suis indifférent par rapport à une vérité, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, mais ce n'est pas mon affaire. Et je passe mon chemin. Regardez maintenant la situation aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé ? Pas la vérité. La situation de la planète, c'est celle qui était décrite il y a 50 ans, mais ce qui commence à changer maintenant, c'est quoi ? C'est le fait que, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, par exemple, la peur commence maintenant à soutenir cette idée. De plus en plus de personnes commencent à se dire « oui, ça sent le roussi ». Et en Australie, ils le savent, puisque ça sent le roussi. Enfin bon, mais toujours est-il que c'est vrai que nom d'un chien, il y a des choses graves qui commencent à se passer. C'est vrai et que petit à petit, ce qui va donc, vous voyez bien, rendre crédible une idée, en faire une idée qui peut-être commencer à nous mobiliser, c'est pas qu'elle est vraie, c'est qu'elle est reprise à l'intérieur d'un affect qui peut être la peur, pour dire un truc banal ici. Donc c'est la peur qui fait que tout d'un coup, je ne peux pas continuer à avoir peur. Il faut faire quelque chose pour essayer d'en sortir, pour encore essayer d'y croire, d'une manière ou d'une autre. Sans un affect qui soutient une vérité, même si elle est vraie, ne sera pas considérée comme une vérité. Pour qu'une vérité devienne une vérité, il faut qu'elle soit soutenue par un affect qui la rend vivante, si vous voulez. Christian Bobin a une petite phrase qui dit ça très bien. Christian Bobin, vous voyez qui c'est, donc quelqu'un qui fait de la prose en France, un écrivain, et il dit une phrase du genre, je ne l'ai pas exactement en tête, il dit donc pour qu'une vérité soit vraie, il ne suffit pas qu'elle soit vraie, il faut qu'elle soit nôtre. Et c'est un peu ça l'idée. Vous comprenez ? Donc, voilà. Il faut qu'on se la réapproprie. Mais se la réapproprier, c'est là que Lordon va beaucoup plus loin, évidemment, que Christian Bobin. Ça veut dire quoi, se réapproprier une idée ? C'est être une idée de laquelle on est convaincu. Et être convaincu d'une idée, ça veut dire que c'est une idée qui m'engage. Tout d'un coup, ça devient ce sans quoi moi je ne sais pas vivre. C'est une certitude pour moi. Et je suis peut-être même prêt à mourir pour... Si vous prenez un autre exemple, dans les débats qu'on a pu avoir ici autour de la liberté, donc il y a des gens qui, malgré tous les arguments que j'ai pu mettre sur la table, et c'est ça l'intérêt évidemment, donc maintiennent que non, nous sommes libres. Mais quand vous regardez, à la lumière de ce que je vous raconte, ce qui se joue quand on défend le fait que non, je suis convaincu, moi, que l'homme est libre. Ce qui est intéressant, ce n'est plus d'entendre à un moment donné les arguments de ceux qui sont convaincus que la liberté est fondamentale et le propre de l'être humain, mais c'est d'entendre l'acharnement avec lequel ils défendent leur idée, et ce qui est tout à leur honneur. Donc c'est pas si moi je défends l'idée qu'on n'est pas libre, ce sera le même acharnement que j'aurai. Donc c'est pas une critique en disant regardez, on est tous soumis à des passions, et c'est vrai que quelle que soit la thèse qu'on défend, et dans ce cas-ci, donc moi je soutiendrai l'idée, même une thèse fausse peut devenir vraie du moment qu'elle est soutenue affectivement. Et je peux m'acharner à démontrer ce qui est indémontrable peut-être, donc l'exemple de la liberté est peut-être un mauvais exemple, mais c'est vrai, vous voyez des gens parfois, dans des débats télévisés par exemple, des gens qui s'enfoncent dans le ridicule, plutôt que de reconnaître que oui, c'est vrai que ce que j'ai dit est peut-être faux finalement, en tout cas j'ai un doute, peut-être que je devrais aller revoir mes classiques et que c'est, mais nous, ils s'obstinent à dire des bêtises, et on se rend compte que ce n'est plus une question d'argument théorique, mais c'est bien une question d'affect.
Il faut que je sauve la face, il faut que je montre que, enfin je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez, hein, qui prend le pas sur évidemment le discours que l'on tient. Enfin bon, toujours est-il que, donc Lordon explique d'abord dans un premier temps, faites attention, dans la désobéissance, est-ce que c'est une question d'idée? Non, c'est une question d'affect. Une idée ne devient une idée pour laquelle on est prêt à se battre que si effectivement on s'y engage affectivement. Ma peur, ma crainte, mon envie de, mes espérances, enfin tout ce que vous voulez, mais tout ça qui fait que... Et, dira Lordon, d'où viennent les affects qui soutiennent les idées? Ben, les affects, ça vous serez d'accord, j'imagine quand même pour le reconnaître, on ne les choisit pas. C'est vrai que je peux prendre position par rapport à eux, ça Sartre aura toujours raison, mais ça s'impose d'abord à nous de par les circonstances. Si je vois un massacre sur une autoroute, hein, des corps déchiquetés, etc., le dégoût que j'aurai ou la panique que je vais éprouver éventuellement s'impose à moi de par les circonstances. Donc dans le langage de Spinoza, on va vous dire, pour que vous voyez comment on traduit ça, on va dire il faut qu'il y ait des circonstances extérieures, des causes qui affectent mon corps, et mon corps étant modifié va produire des affects qui vont m'amener à penser des idées. Hein, si vous devez décomposer la chose. Enfin bon, peu importe ici. Enfin bon, toujours est-il que, donc pour que quelqu'un se mobilise, il faut qu'il ait des affects. Et pour qu'il ait des affects, c'est ça que nous devons comprendre par rapport à la désobéissance, il faut donc que dehors, il y ait eu des causes qui l'aient amené à avoir les affects qui vont faire qu'il va se battre. Maintenant, deuxième chose, et j'en termine avec ça, deuxième chose, comment fait-on pour éventuellement, puisqu'on a toujours des affects et on a toujours des idées au départ, hein, d'une manière. Aujourd'hui, vous avez des idées, moi aussi j'en ai, enfin voilà, on part toujours de cette situation-là. Comment faire pour amener quelqu'un à changer d'idée? Ben, c'est pas compliqué. Enfin, ça découle de ce que je viens de vous raconter quand vous êtes dans ces tentatives de décrire, mais comment. Donc, ici, c'est très intéressant. Pourquoi? Enfin, moi, ça me passionne. Je ne sais pas si vous voyez l'intérêt, mais donc ça veut dire comment fait-on pour embrigader, par exemple, des gens dans des causes qui sont stupides? Par exemple, Daesh. Est-ce que c'est en leur bourrant le crâne avec des vérités qui n'en sont pas? En fait, non. Enfin, bien sûr que oui, ça passe par là, mais ça ne suffit pas. Pour pouvoir amener quelqu'un à changer d'idée, à adopter une cause, ce qu'il faut, c'est agir sur les affects. Comprenez? Souvenez-vous de l'exemple de l'environnement. Il y a 45 ans, on pouvait nous parler d'environnement. C'est peut-être vrai, mais ça ne me touche pas, je m'en fous. Pour que tout d'un coup ça me touche, il faut qu'on me fasse ressentir des choses qui vont se cristalliser autour des idées. Quand vous voulez amener quelqu'un à changer d'idée, à adopter une cause, à comprendre que l'environnement c'est très important, par exemple, ou je ne sais quelle autre cause, peu importe ici, il ne suffit pas de dire, mais regardez, par exemple, hein, c'est ça qui est... Greta Thunberg, elle est gentille, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on est un peu sur sa faim. Écoutez les scientifiques, nous dit-elle. Mais on l'a fait il y a 45 ans, et on s'en fout. Ce n'est pas ça qui est l'enjeu. Bien sûr qu'il faut avoir des données scientifiques, hein, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, mais qu'est-ce qui fait que les gens vont écouter les scientifiques, si vous voulez? C'est ça qu'on devrait rajouter comme question. Eh bien, ce que rajoute donc Lordon, ou bien des gens comme lui, donc, qui s'inspirent notamment de Spinoza, il faut travailler non pas sur les savoirs, une fois qu'ils sont plus ou moins établis, c'est bon de ce côté-là. La diffusion des savoirs, c'est plus ou moins aussi accompli aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut faire pour que les gens s'accrochent à ces savoirs, et en face une cause d'action, c'est agir maintenant sur leurs affects. Et par exemple, de nouveau, je reprends le même exemple pour aller vite parce que je n'ai plus le temps, par exemple, on dira maintenant on va agir sur la peur. On va créer de la peur. Ça, c'est le moyen le plus simple. Hein. Et si les gens ont peur, maintenant qu'il y a le savoir et qu'ils rattachent leur peur au savoir, alors peut-être qu'ils vont commencer à se bouger. Comprenez? Mais sans cette action-là... Alors, donc, ce que dit Lordon dans la perspective de Spinoza, c'est juste ceci. C'est que donc, quand vous voulez amener quelqu'un à changer d'opinion, vous devez toujours travailler donc au niveau des affects, et la seule chose que vous puissiez faire au niveau des affects, ça retenez-le, parce que ça va être très important pour la suite, c'est que vous ne pouvez remplacer une passion que par une passion plus forte. D'accord? Donc, c'est la seule chose qu'on peut faire. Vous avez un besoin de sécurité. Et donc, au nom de mon besoin de sécurité, moi, je ne manifeste pas parce que j'ai trop à perdre. Eh bien, la question qui va se poser, si on veut faire en sorte que des gens qui sont dans une logique sécuritaire bougent malgré tout, c'est quelle est la passion plus forte que le besoin de sécurité qu'on va pouvoir susciter en elle. Et donc, de nouveau, l'exemple facile pour aller vite ici, c'est la peur, évidemment. Si j'ai plus peur, donc tellement peur que mon besoin de sécurité est altéré, alors peut-être que je sortirai. Mais tant que, quand on regarde les gens manifester, bon, je veux bien qu'ils manifestent, mais moi, j'ai trop à perdre dans cette affaire-là.
Ben, je les regarde, mais je ne bouge pas. C'est quand vous serez concerné. On dira souvent, c'est quand vous n'aurez plus rien à perdre qu'à ce moment-là, vous bougerez aussi. Mais tant qu'on a quelque chose à perdre, évidemment qu'on n'y va pas, d'une manière ou d'une autre. Tant que je n'y crois pas, je n'y vais pas. Alors je vais terminer avec ceci, parce que le temps passe, je me rends compte que je suis souvent trop long. Pour conclure et pour essayer de vous convaincre de ces enjeux, et il y a plein d'auteurs qui vont dans cette logique-là, effectivement, je vais revenir juste, et ça va prendre 1 minute, je vais revenir à Frédéric Gros. Frédéric Gros, donc je vous ai dit, commence son texte avec Dostoïevski et nous harangue en disant « Mais vous êtes libre, bougez-vous, comment ça se fait que les gens ne bougent pas, enfin ?» Et il utilise donc Dostoïevski. Bon. Quand on lit Frédéric Gros, donc si vous allez lire, c'est superbement bien écrit, ça vaut la peine de lire cet ouvrage-là. En tout cas, moi, je trouve que c'est très bien écrit. Quand vous allez voir à la fin de son livre, on s'attend à ce qu'il nous dise ou à ce qu'il nous montre comment des gens libres peuvent se mettre en action, enfin, puisque c'est sa thèse. Il ne suffit pas de dire « bougez-vous, vous êtes libre », mais alors maintenant, montrez-le-nous, quoi que c'est possible. Et quand vous allez voir à la fin de son livre, effectivement, mais comment faire pour que des gens libres bougent? Quand vous êtes un défenseur de la liberté, la seule chose que vous pouvez dire, c'est « ça, moi, je n'ai rien à vous dire, c'est les gens. Si vous voulez, ils sont libres, c'est eux, c'est leur problème maintenant. » Mais ce n'est pas ça qu'il fait. Et c'est là que tous ces auteurs de la liberté se contredisent toujours. Et c'est là qu'on se rend compte que, oui, on est peut-être libre, mais dans la pratique, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il va dire, lui, à la fin de son ouvrage? Il va dire ceci, finalement, pour que les gens bougent, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, comme par hasard, il faut des causes. Ça, c'est curieux. Enfin, chez un penseur de la liberté, c'est assez étonnant. Et il y en a 3 qu'il repère. Et quelles sont les 3 causes qu'il repère? La première, donc je vous les cite simplement, il n'y a pas besoin de longues explications. La première, il faut que les gens, c'est ce qu'il observe en tout cas lui, il faut que les gens soient mis en situation de ne plus pouvoir ne pas agir. Donc c'est l'urgence, si vous voulez. Tant qu'il n'y a pas d'urgence pour eux, donc c'est-à-dire tant qu'elle n'est pas intégrée, les autres peuvent me dire que c'est une urgence, mais ce n'en est pas une pour moi, donc cause toujours mon gaillard, moi je ne bouge pas. Mais quand vous êtes mis dans la situation, vous comprenez l'affaire, où cette fois-ci, maintenant, ça suffit, je ne peux plus dire que ça ne me concerne pas, alors à ce moment-là, vous pouvez basculer dans la désobéissance. Deuxième cause, c'est se sentir concerné. Donc ce n'est pas simplement « je ne peux plus ne pas agir », mais c'est aussi, donc, si vous voulez, pour le dire autrement, pour être un peu plus précis, c'est que ça doit être une cause qui me concerne personnellement. C'est-à-dire, dans son vocabulaire à lui, ça fait penser un peu à du Lévinas, il dit « il faut que je me sente comme un élu par la cause en question ». D'accord? Donc c'est non seulement il y a une urgence, ça c'est le premier point, mais deuxièmement, c'est que c'est une urgence qui me convoque moi. Et je ne peux pas dire « oui, mais les autres vont aller manifester ». Non, c'est moi qui dois y aller maintenant. Tant que vous n'êtes pas concerné personnellement, en règle générale, on trouvera des excuses pour ne pas y aller. Pas aujourd'hui, en tout cas. Et puis, troisième chose qu'il voit comme cause, et donc vous voyez bien, ce sont des déterminants, ce sont des causes qui amènent quelqu'un. Ce n'est pas une question de liberté, c'est quand on est pressé que tout d'un coup on y va. C'est tout simplement le fait de pouvoir se regarder dans la glace. Donc là, ça renvoie, ça vous l'avez peut-être entendu, par exemple, ça renvoie à la situation des grands-parents qui, en Belgique, ici, ont manifesté avec leurs petits-enfants autour de la question du climat. Et certains ont témoigné un peu, et c'est du bon sens, ont témoigné en disant « je veux agir pour pouvoir me regarder dans les yeux de mes petits-enfants ». C'est-à-dire, je me sentirais coupable de ne pas le faire, si vous voulez. Et donc, voilà, c'est échapper à la honte de n'avoir rien fait. Donc vous avez là 3 causes, effectivement, qui, même chez Frédéric Gros, qui est pourtant manifestement un défenseur de la liberté, eh bien, il reconnaît quand même que oui, mais la liberté toute seule, ça ne suffira pas. Il faut ces conditions pour que les gens basculent dans la désobéissance. Donc, conclusion, en tout cas de cette première façon de balayer un peu les enjeux, ou certains enjeux qu'il y a dans la désobéissance, toute l'idéologie, c'est en tout cas le point que je mets en discussion ici, évidemment, donc je n'impose rien, mais toute l'idéologie qui accompagne la désobéissance civile et qui est cette idéologie de la liberté, c'est défendre la liberté, c'est agir au nom de la liberté, enfin voilà, vous avez plusieurs variantes autour de cette liberté qui serait soi-disant en jeu, donc on dira ce n'est que de la théorie. Si vous voulez comprendre, quand vous avez parcouru tous ces auteurs, si vous voulez comprendre, mais pourquoi des gens désobéissent ? Pourquoi sont-ils prêts à aller jusqu'à la violence? Parfois même, ça on verra plus tard, jusqu'à tuer des gens s'il le faut. Si vous dites ça c'est une question de liberté, donc ils n'ont qu'à changer d'avis, c'est leur problème, vous êtes à côté des enjeux. Pour que des gens viennent à aller jusqu'à des situations radicales, il faut qu'ils soient déterminés à y aller,
qu'ils soient poussés, si vous voulez, qu'ils soient pris dans des contraintes. Et si vous voulez les empêcher de faire des bêtises, par conséquent, si on estime que ce sont des bêtises, ben, ce n'est pas avec des discours et de la philosophie qu'on va y parvenir, c'est en agissant au niveau des affects, bien évidemment, en tout cas au niveau de ce qui les détermine à aller dans le sens où ils veulent aller, bien évidemment. Donc voilà une première manière déjà de décaler un peu la question de la désobéissance. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute.